Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch et même à la rentrée, après un été tonitruant où nous avons été là à chaque reprise, à chaque show de la WWE. On continue sur notre lancée, on continue l'équipe qui gagne. Pour ce SmackDown du 4 septembre 2020, je suis Raphaël et je suis accompagné de l'ami Tonton Chris. Comment vas-tu tonton, en forme? Salut Raphaël, salut peuple de catch-up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Eh bah écoute, on y va dans cette rentrée, on y va tout droit même, j'ai envie de dire. Eh ben allez, c'est parti. J'espère que vous avez votre nouveau cartable, votre petite trousse, votre MacBook, votre petite pomme, votre gel hydroalcoolique. On plonge dans le show bleu. Alors on commence fort, hein, puisque nous sommes le premier show bleu après Payback, donc le pay-per-view d'une semaine après SummerSlam, cette période assez étrange qui vient de se terminer, et donc qui s'est terminée par un nouveau champion à SmackDown, Roman Reigns, qui débarque au milieu du ring accompagné de Paul Heyman, son nouveau, on ne sait pas trop quoi, mais en tout cas Paul Heyman s'annonce, il commence une promo, et alors c'est pas du tout le Paul Heyman de d'habitude qui nous crie Ladies and Gentlemen, etc. Non, là il a changé d'écurie, il change de ton, il nous parle d'une voix beaucoup plus grave, beaucoup plus lente, il finit même sa promo presque en chuchotant, donc ce qu'il nous dit Paul Heyman, c'est qu'il faut pas croire que c'est lui qui a corrompu Roman Reigns, c'est Roman Reigns qui est venu le chercher, c'est vraiment Roman Reigns qui est venu le chercher. Pourquoi ? Parce que Roman Reigns, au moment où il était au plus mal, on l'a laissé tomber. Au moment où il avait besoin de soins médicaux, au moment où il avait besoin de temps, tout simplement, dans sa vie, on lui a retiré son opportunité au titre mondial, on l'a un peu laissé tomber. Exactement comme ce qu'on a fait à Paul Heyman, qui a priori s'est senti rejeté dans l'océan peuplé de requins du grand monde. Et voilà, Roman Reigns est venu le chercher pour qu'elles deux y reviennent dans la lumière, dans ce territoire safe, protégé qui est le ring de la WWE, qui est la lumière des spotlights. Il nous dit aussi, Paul Heyman, que là, il a permis à SmackDown d'avoir un vrai champion. Parce que c'est pas en ayant un Fiend ou un Monster qu'on peut avoir un champion qui saura juste faire des brrr, que là, on a quelqu'un de classe, de respect, quelqu'un de prestigieux. Et il finit en nous disant que que Raw a eu un triple threat pour déterminer le nouvel aspirant au titre de Drew McIntyre. Et bien, SmackDown fera mieux puisque ce soir, nous aurons un Fatal 4-Way pour désigner qui affrontera Roman Reigns, qui sera l'agneau sacrificiel dans les mains du Big Dog pour Clash of Champions. Roman Reigns prend le micro pour nous dire qu'il est un homme de parole, qu'il a fait en gros ce qu'il avait promis de faire. Et puis voilà, believe that, et on s'en va là-dessus. Une promo virile, musclée, une promo de patron, tonton Chris. Ah, ça muscle son jeu à SmackDown avec le Big Ouais. Dog là. Hein. Ouais, et puis avec l'arrivée d'Heyman, comme tu l'as bien souligné là, changement un peu de stratégie, on va dire, pour Paul Heyman, quoi, qui effectivement a revu un peu sa copie sur la promo, quoi, et a pas du tout. C'est ça, et ça, en fait, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé que c'était bien qu'il nous fasse pas un espèce de copier-coller de ce qu'il faisait avec Brock Lesnar et qu'il s'adapte en fonction du lutteur avec lequel il bosse. Et j'ai trouvé ça, du coup, pas trop mal, quoi. Et puis, bon, alors, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un petit peu capillotracté, comme diraient certains, cette affaire que le Big Dog qui est venu le chercher et tout ça, quoi. Est-ce que le Big Dog, il avait vraiment besoin de Paul Heyman? Je sais pas. Mais Paul Heyman avait, lui, peut-être besoin de travail. Et du coup, il a. Qui de mieux que Roman Reigns, franchement, à SmackDown à l'heure actuelle, à manager? Je vois pas trop, quoi. Tu vois Ah, quelqu'un d'autre? ah bah non, c'est l'idéal. C'est même. Là, il nous a joué. Si Paul Heyman a été différent dans son ton, Roman Reigns, il nous a presque joué une Lesnar. Là. Il est resté 10 minutes face caméra, concentré, Ouais, sans bouger. ouais. Ça ressemble. Hein. Ouais, c'est vrai que ça, par contre, pour le coup, et voilà, l'effet miroir est là, hein, puisque de l'autre côté, en fait, tu as autant Paul Heyman qui change un peu son phrasé et tout ça, autant de l'autre côté, tu as Roman Reigns qui nous a fait un truc un peu monolithique, quoi, hein, voilà, à la Brocky, quoi. Donc, c'était assez particulier, quoi, de le voir comme ça. Mais bon, voilà, c'est lancé, hein, le mec est champion, il a pris le titre après-back comme un salopard. Tu as pu noter que sur son entrée, ça a envoyé de la hit. Hein, Ouais. franchement, ça m'a même fait un drôle d'effet de voir Roman Reigns rentrer sous une hit de heel. C'était assez particulier. On avait l'habitude de la hit et de la pop mélangée depuis le début avec son personnage en solo. Et là, tout d'un coup, il arrive en vrai méchant, quoi. Et moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse vachement, en fait, ça.
Ouais, moi je trouve que c'est rafraîchissant à plus d'un titre. D'abord parce que le heel turn de Reigns, c'est quand même quelque chose que pas mal d'entre nous, et j'en fais partie, réclamé depuis très longtemps, quand ça fonctionnait pas du tout en top face et qui se faisait huer façon John Cena par tous les smarts de la WWE. C'était un truc à tenter bien plus tôt. Et puis bah, Ouais. mine de rien, j'étais en train de me dire, tu vois, bah, un nouveau Paul Heyman guy. Je crois que le dernier en date, ça avait dû être le court passage avec Curtis Axel et Ryback, qui n'était pas très glorieux. Cesaro peut-être aussi? Cesaro, c'était C'est- avant ou après Curtis Axel? Ah bah, je sais plus ça. Mais euh, Cesaro a été un peu le Paul Heyman guy aussi pendant quelques temps. Ouais, Mais et CM Punk il y a longtemps. ah ouais, CM Punk là, ça date là maintenant, hein. Ça commence à dater, mais ouais. Mais c'est vrai que depuis, bah, en fait, il bossait avec Brock Lesnar, au taquet et c'est vrai qu'il y Mm. avait plus de mecs dans son écurie, quoi. Donc c'est Donc une, là, quel bonhomme il a été chercher dans son écurie pour le coup. c'est une page qui se tourne, c'est clair. Et moi je trouve ça pas plus mal parce que même si Roman Reigns a jamais, je dirais pas qu'il soulève des montagnes au micro, mais il est meilleur, je trouve. Enfin, sa voix et son ton collent beaucoup plus. Lesnar, c'est vrai que c'est quelqu'un qui devait pas parler. La voix de Lesnar allait pas du tout avec Ah son non, non. gabarit. Mais là, Roman Reigns, bon, il a une voix quand même big dog, quoi. Il est viril, il peut parler un peu, mais s'ils alternent entre une bonne promo de Heyman et puis Roman Reigns qui met le point final, ça peut s'avérer pas dégueu, oui. Ouais, ouais, moi je suis assez client de ça. Et puis, Mhm. bah, je suis comme toi et comme tout le monde, quoi. De toute façon, moi je suis plutôt satisfait de ce heel turn et je considère que c'est bien joué et que c'est ce qu'il fallait pour, un peu, relancer, la carrière du Big Dog, quoi. La carrière du Big Dog et le planning de SmackDown aussi, puisqu'on nous annonce ensuite ce fameux Fatal 4-Way pour le main event, donc un plateau assez étonnant, hein. On voit qu'on en a fini avec les monstres, puisque on nous annonce Biggie contre Baron Corbin, contre Matt Riddle, contre Sheamus, donc un peu toute la mid-card de ces dernières semaines mise ensemble. Mais avant ça, nous aurons un premier match, un match tag team, et je viens de dire mise ensemble, et bien justement, le Miz, il est là, avec John Morrison pour affronter les Heavy Machinery, Otis et Tucker. Otis qui se rappelle qu'il est le porteur de la mallette, il se balade avec. Par contre, du coup, il en oublie sa copine, hein, il n'amène plus Mandy Rose avec lui. Un match tag team assez court où Otis a de quoi encore faire parler la poudre et son excitation. Et il finit par l'emporter sur un splash sur le Miz. Donc victoire des Heavy Machinery. Mais pendant que les gagnants fêtent leur victoire, John Morrison s'amuse à partir avec la mallette. La mallette du Money in the Bank. Et il est tout Ah, fallait bien que content. ça arrive, Ah quand ouais, même. il est tout content de son coup. Il a l'air d'avoir bien aimé son gag. Mais si tu me le permets, tonton, on va de suite évacuer cette histoire puisqu'on apprendra plus tard dans les coulisses de la part d'Otis qu'en fait, et je sais pas si c'est très réglementaire, ça tu vas me dire, toi qui es pointilleuse sur les règlements, en fait, il ne cache pas le contrat caché dans le sens le garder avec lui, pas dans le sens caché, mais il ne garde pas son contrat dans la mallette réglementaire, mais dans la petite mallette à côté. Et John Morrison, dépité, découvre qu'il a pris la lunchbox de Otis, donc la boîte avec des sandwichs. Et même s'il essaye de manger un sandwich, ce que le Miz lui déconseille, eh ben, il aura pas mis la main sur le contrat. Est-ce que ça t'a plu ce segment? Est-ce que ça t'amuse un peu? Ou est-ce que... Bah, Ouais. ça a au moins le mérite de un petit peu relancer, Otis avec la mallette, quoi, parce que vraiment là, c'est vraiment dans les limbes depuis, plusieurs semaines, si c'est pas plusieurs mois, parce que Money in the Bank, ça date quand même de juin. On est en septembre et on peut dire, en toute honnêteté, qu'il n'a absolument rien fait depuis qu'il a la mallette. Donc, Ah non, il rien. a même disparu des écrans pendant un bon moment, hein, et hormis Mendy, il y avait pas grand chose d'autre, quoi. Donc du coup, voilà, on le remet un peu, dans la course, on va dire, avec un match tag team, et un match tag team qui va être quand même assez expéditif parce que ça va durer 8 minutes. Victoire des Heavy Machinery, voilà. Et finalement, c'était ça qui était marrant dans cette histoire, c'était le fait que John Morrison réussisse à pécho la mallette et à s'en aller pour finalement retrouver du sandwich à la dinde et dans la mallette. Alors, je sais pas si c'est très réglementaire, mais je pense que ce qui est le plus réglementaire dans tout ça, c'est d'avoir le contrat, et c'est quand même Otis qui a gardé le contrat avec lui. Ouais, c'est ce que lui a dit le Miz d'ailleurs à John Morrison. Même si tu prends la mallette, ça fait pas de toi le détenteur. Est-ce que, alors je sais que ça revient chaque année cette question, est-ce qu'une rivalité pour le compte de la mallette, comme on avait eu un peu c'était pas l'an dernier, il y a 2 ans ou 3 ans, quand Braun Strowman avait remis sa mallette en jeu contre Kevin Owens, mais avait gagné en 2 minutes là, est-ce que
T'aimerais voir quelqu'un qui essaye de la reprendre à Otis ou Bah, moi, ouais, ouais, moi je reconnais que moi je fais partie de ceux qui aimeraient ça, ouais. Ouais, 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 ouais. qui Parce réussissent à que l'apprendre même. ouais, qui réussissent à la prendre. Non seulement Ouais. qu'il y ait un affrontement pour la prendre, mais qu'en plus l'adversaire la prenne. Parce que moi, Otis, je l'ai déjà expliqué 1000 fois sur cette antenne. Voilà quoi, moi je ne comprends toujours pas ce choix 4 mois plus tard. Donc du coup, si tu veux, ouais, ça serait intéressant qu'il y ait un mec qui vienne se mettre dans le business là et qui vienne chercher à tout prix à piquer la mallette au Otis, quoi. Parce que vraiment, le Otis, je défie à peu près tout le monde à l'heure actuelle de savoir sur qui il pourrait cacher et qui trouverait ça crédible, quoi. Parce que je continue, je maintiens mes propos. Pour moi, Otis est le détenteur de la mallette le plus, enfin, le moins crédible de l'histoire, quoi. Je veux dire, même Damien Sando m'a fait un effet plus intéressant avec la mallette que Otis, quoi. Donc, ouais, s'il y a des mecs qui viennent s'intéresser à la petite valise verte, et ben, moi, ça me ferait bien plaisir. Donc, John Morrison a lancé peut-être une idée, tu vois, a lancé un fluide pour dire allez-y, les gars, là, vous avez vu, il y a une opportunité. Bon, là, il vous a niqué avec la lunchbox, mais ça sera peut-être pas comme ça tous les vendredis. Et John Morrison, ça t'intéresserait avec la mallette? J'imagine que oui, Ah un peu bah plus. ouais, ouais. Ça m'intéresserait Ton largement plus de petit voir le Johnny Johnny. Mundo. Ouais. Ah ouais, de voir le Johnny Mundo avec la mallette. Je pense que ça serait un peu plus excitant, quoi. Et puis, ça serait plus crédible sur de l'individuel. Voilà, quoi. Je sais pas. Vraiment, je comprends pas cette décision là du mois de juin là sur le Money in the Bank. Vraiment, c'est un truc qui m'a toujours laissé complètement pantois, quoi. Quel était l'intérêt? Qu'est-ce que les bookers ont pu trouver à Otis pour lui coller la mallette Money in the Bank entre les pognes? Ça, je sais pas. J'espère qu'un jour on aura l'explication, mais pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai vraiment l'impression qu'il y a deux, deux cas de figure, c'est-à-dire il y a les années où ils foutent la mallette à quelqu'un en sachant très bien ce qu'ils vont en faire, genre quand Dean Ambrose l'a eu par exemple, là ok c'est du cash-in, c'est du push et tout, et certaines années j'ai l'impression que la mallette et le push en fait, mais sans trop savoir, ils se disent, ils doivent se dire après on a 8 mois, enfin 1 an même pour tenter un cash-in. Enfin, je veux dire, on a le temps de trouver une idée. C'est un peu le sentiment que j'avais eu quand Baron Corbin l'avait gagné et qu'il avait quand même foiré son cash-in sur Jinder Mahal. N'oublions pas Oui, quand ça. même, ouais, quand même. Ça donnait un peu l'impression qu'il savait plus quoi en foutre de cette mallette. Et, euh, et là, j'ai un peu peur de ça parce que mine de rien, c'est quand même bien la mallette et c'est quand même chiant qu'il y ait tant de gens qui la chient ces dernières années alors que c'est quand même une opportunité en or. Est-ce que Otis peut cacher sur Roman Reigns? Ça me paraît difficilement crédible. À moins qu'il décide d'en faire un espèce de. Pour attiser la hit de Roman Reigns, ils font un cash-in d'Otis que Roman Reigns sacrifie, enfin, comment dire, gaspille en se faisant disqualifier, ou je sais pas comment il pourrait, mais je me demande comment Ouais, ils vont s'en sortir, ouais. ouais, parce que enfin, tu vois une seule seconde Otis caché sur Roman Reigns là? Bah, sur un Roman Reigns en pleine forme, non. Après, sur un Roman Reigns qui se fait défoncer, qui sort d'un match de 25 minutes à la limite, mais puis souvent le cash-in est quand même quelque chose d'un peu plus ilesque, même si on a eu quelques faces, donc c'est assez étonnant, ouais. C'est bien Ouais, moi mystérieux. ça me laisse vraiment perplexe, hein. C'est Perplex City cette affaire. Perplexity, une nouvelle fois. Bah écoute, on va passer à la suite et nous sommes en coulisses. Alors c'est l'anniversaire de Xavier Woods et c'est aussi le retour de Xavier Woods. C'est ce que nous dit Biggie qui a fait un superbe gâteau et qui est tout content. Il est avec les Lucha House Party avec Drew Gulak qui a un très mignon petit chapeau pointu d'anniversaire. Donc Biggie, il est chaud patate, il est content, là, il est dans le feu, il est dans la bonne vibe ces temps-ci. Et voilà, Xavier Woods revient, nous dit-il, il est content de revoir son copain. Il y a un des mecs de la Sécu qui vient de lui dire justement que Xavier Woods était arrivé sur le parking. Donc Biggie débarque sur le parking, il dit allez, oh, t'es où Xav? T'es où? Vas-y, viens là mon copain. Il se prend un énorme bro kick au passage. C'était Sheamus qui était sur le parking. Et Sheamus, là, il y va pas de main morte, il tabasse Biggie dans tous les sens, et il va même le soulever sur une voiture et lui placer son White Nose, un de ses finishers, en le détruisant sur le pare-brise de la voiture qui ne se brise même pas. Et là, ça fait des gros dégâts puisque tous les officiels et les arbitres viennent dire à Sheamus d'arrêter, et Biggie, Biggie il part emporté par le médecin. Kayla Braxton, un peu plus tard, nous dira qu'il est out en fait pour la soirée. Biggie, il va Ouais, rater il part cette. en ambulance, hein, on le voit derrière en fait avec Ouais, sur la civière et tout ça, quoi.
il part en ambulance et Sheamus qui passe par là, à qui Kayla demande des comptes et pourquoi il a fait ça. Est-ce que c'était un coup monté? Est-ce que c'était une embuscade? Et Sheamus nous dit non, non, je me suis juste défendu. C'est un peu de la légitime défense. J'ai vu Biggie arriver, du coup, je l'ai tapé, légitime défense. Bon, il fait une promo un petit peu longue pour nous dire en gros toujours la même chose que Biggie, c'est un mec qui arrête pas de s'amuser et que là, il faut être sérieux. Et Sheamus se sent prêt pour le match de ce soir. Il nous dit ah, bah, ça sera peut-être un triple threat finalement. Bon, il y avait un gros challenger en puissance pour Roman Reigns qui saute là. Est-ce que tu es surpris de ça? Est-ce que Biggie est vraiment blessé? Est-ce qu'il va faire un retour fracassant dans une semaine pour tabasser la gueule de l'Irlandais? Qu'est-ce que tu penses de ça et est-ce Bah que ouais, tu as des infos? bah en tout cas, grosse surprise parce que comme on l'avait dit déjà depuis une ou 2 semaines, Biggie avec une grosse fusée dans la grenouillère là depuis 2-3 semaines là, et Mhm. invaincu et qu'envoyait du lourd. Et puis finalement, bah, il est dégagé de l'équation du Fatal 4-Way de ce soir, alors qu'on pensait qu'il était en pleine ascension. Donc c'est vrai que c'est quand même vachement surprenant ça, cette décision de dégager Biggie quoi. Est-ce que ils ont pensé que c'était trop tôt pour balancer Biggie dans le main event? Je sais pas, c'est encore une décision quand même vraiment surprenante quoi. J'ai eu du mal à piger quoi là cette affaire. Alors que Biggie, en même temps, on va dire que Sheamus, il fait un bon calcul là-dessus, puisque on peut considérer que Biggie à l'heure actuelle était considéré comme le mec qui avait la hype, qui était en pleine montée là, et puis bah, finalement Sheamus il élimine peut-être l'adversaire le plus coriace de ce Fatal 4-Way. Donc on peut dire que finalement Sheamus c'est bien joué de sa part. Et puis bah, Biggie, bon rétablissement. Et puis bah, les bookers, faudra nous expliquer un jour. Ouais, moi j'ai du mal à comprendre ce choix, même si ça peut se défendre sur l'histoire, voilà, de le faire construire petit à petit dans des feuds intermédiaire. J'ai un petit peu de mal quand même avec, je trouve, la répétition depuis cet été. J'ai l'impression que ça s'accélère et c'est pas fini en plus pour ce soir. Je commence à spoiler. Ces segments qui sont pas du catch mais qui sont juste de la baston hors ring et qui finissent par l'ambulance et les civières. Je trouve ça commence à banaliser un peu ce côté ah on se blesse vraiment dès qu'on est hors ring. Et même scénaristiquement, je trouve que, bah, je sais pas quoi, Sheamus pourrait mériter sanction, quoi, quand même, de ce qu'il fait. On pourrait dire, la WWE pourrait dire que tout se passe sur le ring, mais tabasser une des superstars qui potentiellement fait du merchandising et tout ce qu'on veut et l'envoyer à l'hosto, c'est pas très best pour le business, ça. Donc j'ai un peu de mal avec ça. C'est ce qui était un peu arrivé avec toute l'histoire de Jeff Hardy et Elias, qui nous manque pas trop, tiens d'ailleurs, Elias. Elias qui est parti en ambulance, mais personne n'a été puni. Bon, ça donne un peu une impression de chaos, de bordel, et voilà. Et l'Irlandais tabasse Biggie. T'as tous les officiels, les arbitres qui disent non, non, surtout pas, arrête, arrête. Bon, et puis après il s'en va, il part à la douche et personne revient lui dire quelque chose. C'est un peu une facilité de booking, je trouve. Un scénario un peu revu, une grosse ficelle. Ah ouais, ça c'est une grosse ficelle, ouais, ça c'est clair, hein. C'est un truc qu'on a vu et revu. Après le fait que les catcheurs soient pas sanctionnés, je crois que ça aussi c'est totalement classique. Eh C'est quand oui. même super rare quand il se passe une agression backstage que derrière il y a une sanction sur le catcheur impliqué. Mais je sais pas, j'ai juste envie de dire que sur l'instant de l'épisode, bah c'est Sheamus qui joue bien l'affaire là-dessus. Oui, ça c'est sûr. Enfin, on verra, puisqu'un petit peu plus tard dans la soirée, on nous annoncera qu'il y aura bien un Fatal 4-Way, mais qu'il y aura un quatrième participant, donc on va le chercher. Mais avant ça, on va partir un peu du côté de la division féminine. Allez, deuxième et avant-dernier match de la soirée, c'est un peu triste à dire. Revanche pour le titre tag team féminin. Donc Shayna Baszler et Nia Jax, les championnes, remettent leur titre en jeu contre Sasha Banks et Bayley. Un petit peu avant, on verra Bayley et Sasha Banks en interview en coulisses, où elles nous disent qu'elles vont récupérer le titre, voilà, qu'elles sont les meilleures, qu'elles sont meilleures amies, voilà. L'intervieweuse, dont je ne me souviens plus le prénom, fait remarquer à Bayley qu'elle a tap out à chaque fois qu'elle a croisé Shayna Baszler, donc Sasha Banks la défend, lui dit mais attends, à qui tu parles, à la championne de SmackDown, un petit peu de respect s'il te plaît, voilà, sois gentille. Et puis on enchaîne sur le match. Et là, on a un peu un match qui ressemble à leur dernier affrontement à Payback. Shayna Baszler et Nia Jax, dès le début, elles chopent Bayley et Sasha Banks, chacune l'une, la tête à l'envers, là, en les balançant la tête contre les barricades. Là, c'est un segment d'une violence inouïe. Après, donc on a un match in ring.
tu me diras la durée exacte, mais qui a été d'une bonne tenue, avec une Bayley qui est un petit peu agitée dans tous les sens. Ensuite, c'est Sasha Banks qui rentre sur le ring, qui va quand même réussir à dominer Nia Jax, hein. Sasha Banks réussit à inverser un petit peu le cours du match. À l'extérieur du ring, il y a un gros segment là où Sasha Banks est à l'extérieur du ring, mais tient Nia Jax quasiment sur les épaules elle lui place une powerbomb à l'extérieur grâce à Bayley qui est venue l'aider. Bayley à un moment tente son turnbuckle elbow sur Shayna Baszler, mais s'est fait near fall. Et par contre Sasha Banks, malheureusement, à un moment donné à l'extérieur, elle tente un kick et elle rate son adversaire et elle prend le poteau. Et là c'est un peu le tournant du match. La jambe de Sasha Banks est blessée. Shayna Baszler va s'en donner à cœur joie. Elle la tord, elle la défonce dans tous les sens, la jambe à Sasha. Bayley va réussir à placer un Bayley to Bayley suplex. Puis elle va sauver sa copine Sasha Banks qui était en train d'être portée par Nia Jax sur le turnbuckle. Sauf que Nia Jax saute en crossbody depuis le turnbuckle sur les deux et place le pin final sur les deux. L'arbitre tape les deux épaules au sol de Bayley et de Sasha Banks. Les championnes conservent. Encore une grosse domination et une grosse impression de Baszler et Jax. Les infirmiers arrivent pour porter Sasha Banks qui est blessée, mais elle rejette tout le monde. Elle veut pas qu'on vienne l'aider, Sasha Banks. Elle est vraiment trop dégoûtée. Bayley aussi, elles sont deg. Bayley, elle aide sa copine, elle la fait rouler un petit peu à l'extérieur, elle la ramène hors du ring, elle l'aide à descendre. Et là, elle se met à la tabasser. Bayley se met à tabasser Sasha Banks, à l'envoyer dans les barricades, à la taper dans tous les sens, elle la ramène au milieu du ring, elle sort une chaise et elle finit carrément par lui coincer la tête entre la chaise et lui sauter ensuite dessus depuis le turnbuckle. Donc là, les infirmiers arrivent à toute vitesse et hop, l'ambulance revient faire un petit tour au Thunderdome et récupère Sasha Banks. Et Bayley pendant ce temps lui gueulait des You deserve this, tu mérites ce qui t'arrive, etc. Honnêtement, tonton Chris, est-ce qu'on s'attendait à ça comme ça là maintenant? C'est la fin? Enfin? Est-ce qu'on dit enfin ou tout ça pour ça? Bah écoute, moi j'ai envie de dire un peu tout ça pour ça parce que finalement, bon, ce split, on l'attendait, hein, ça fait des semaines finalement qu'on en parle. Des mois. Ouais. Un mois ou si c'est pas des mois, ouais, qu'on parle du fait que entre Bayley et Sasha, bah, ça va partir en vrille, ça va partir en vrille, ça va partir en vrille. Et puis finalement, il faudra cette deuxième défaite face à Nia Jax et Shayna Baszler. Alors on a eu un match pour SmackDown, on a eu un match un peu hors des canons puisqu'on a eu un match de 16 minutes. Ce qui était assez surprenant. Et puis avec, bon, je vais oser le dire, hein, mais avec ce double crossbody hippopotamesque de la part de Nia Jax qui n'était pas d'un très très bel effet visuel, mais par contre qui était efficace. Et vraiment, comment elle démolit les deux d'un coup là, voilà, un espèce de double pin là, c'était assez incroyable quoi. Donc du coup, Nia Jax et Shayna Baszler gardent le titre sans coup férir. Derrière, ce beatdown monstrueux de Bayley, parce que quand même ça a été bien méchant quoi, hein, c'était vraiment bien méchant. Alors pourquoi? Voilà, pourquoi quoi. Le Clash of Champions, ça se passe le 27 septembre. Du coup, Bayley et Sasha se retrouvent hors compétition de la tag team féminine. Donc moi je pense que là on est parti pour une rivalité individuelle, hein. Là c'est parti, là on va avoir un affrontement Sasha Bayley, et puis comme il y a le titre de SmackDown qui est sur les hanches de Bayley, voilà, hein, je crois que l'idée elle est toute trouvée là, hein, pour les bookers, hein. C'est parti pour une rivalité. On a trouvé la number one contender quasiment naturelle de Bayley, hein, là, hein. Et puis comme j'ai envie de dire que la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que on se plaint beaucoup que la division féminine bleue est quand même très très faible. Du coup, en ayant Sasha dans l'équation, ça nous relève un petit peu le niveau pour le titre de SmackDown, on va dire. Mais pourquoi ce beatdown, pourquoi ce split dans un SmackDown un peu random, j'ai envie de dire? C'est assez surprenant ça. Mais et puis finalement, Bayley, c'est la championne, et puis c'est elle qui se retourne contre Sasha. Donc, je sais pas, encore un truc sur lequel il y a peu d'explications. C'est assez surprenant. Encore, finalement, j'ai encore été surpris quoi sur ce coup-là. Quoi. Je m'attendais pas à ce split sur cet épisode-là. Quoi. Tu t'attendais à ça, toi, ou c'est quelque chose qui, voilà, c'est arrivé comme ça et puis c'est tout? Ah, moi j'ai trouvé que c'est arrivé complètement comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on le savait qu'à un moment donné, elles allaient se séparer, mais en fait, elles sont
ensemble là en amitié, en besta depuis tellement longtemps, parce que ça date, hein. Ah, et puis Déjà, ça marchait bien ça quand même. ça marche. Les 2 nanas ont tourné sur Raw, sur SmackDown, sur NXT, avaient à un moment ont eu les 4 titres, enfin les 4 ceintures. Ouais. Ça marchait quand même pas mal. Mais c'est ça qui m'étonne en fait, c'est-à-dire que à presque à chaque gros pay-per-view en avance, on s'attendait à un split, on y avait même pensé pour WrestleMania, finalement on l'a pas eu. Euh, Parce qu'il y avait eu des tensions à multiples reprises. Ils ont fait des petites tensions. Il y a une époque où elles avaient été en tension quand l'une bouquait les matchs de l'autre, quand il y avait Paige un petit peu par écran interposé qui leur mettait des challenges. Il y a eu des moments où elles se sont un peu volées la victoire les unes des autres. Franchement, à un moment donné, moi j'ai cru qu'on y partait pour SummerSlam. Et puis finalement, sorti de nulle part, ils les ont mises championnes tag team. On a utilisé cette espèce de doublette challenges de Asuka. Franchement, ils sont allés loin pour faire durer le truc. Donc je m'attendais vraiment à ce qu'un clash survienne, mais d'une manière vraiment. Pour moi, c'est un truc de pay-per-view et c'est un truc qu'il fallait construire dans le temps. C'est-à-dire, je sais pas moi, comme ça arrive souvent, mais l'une qui fait une erreur de victoire à l'autre, ou alors un très gros challenge, un peu comme on a eu ces dernières semaines là, quand il fallait que l'une des deux batte une adversaire pour arriver au titre de championne ou au title shot, enfin, qui est un vrai enjeu. Là, bon, elles ont perdu deux gros matchs d'affilée. Je dois reconnaître que Baszler et Nia Jax, qui sont pas individuellement des catcheuses dont j'étais très fan, là, ils ont fait deux matchs assez monstrueux en termes de domination, de force physique et tout. Là, pour le coup, je pense que la division tag team féminine, plutôt habituée au Billie Kay, Peyton Royce et tout ça, elle s'est un peu réveillée. Mais ouais, ouais, très surpris. Et effectivement, ouais, tout ça pour ça. Au moment où Bailey, pour son titre personnel, avait un peu nettoyé toute concurrence, ben là, encore une fois, elle se plante un peu l'épée dans le dos, Bailey, parce que là, elle va se trouver la plus dangereuse adversaire qu'elle n'a jamais eue, alors qu'elle aurait pu être peinarde. Donc, ben, la nature a horreur du vide, comme tu dis. On a trouvé une challengeuse. Mais bon, la manière me plaît pas trop, comme tu dis, un peu sorti nulle part. Et puis ouais, ben encore une fois, je l'ai trouvé long. Moi, j'ai un peu accéléré hein, le beatdown à un moment, et puis hop, et on repart en ambulance. Je me suis dit que ça faisait beaucoup là pour ce SmackDown d'utiliser toujours ces mêmes scénarios. Donc, C'est mal bon, joué quelque part, c'est mal ouais, joué de la part de Bailey quoi. ouais, ah bah oui. Elle s'attaque comme tu l'as dit à sa challengeuse naturelle quasiment quoi. Mhm. Et en fait, bah, en faisant ça, et bah, elle provoque encore plus Sacha et du coup, elle va s'attirer des emmerdes avec Sacha, alors qu'elle pourrait être tranquillou avec sa ceinture à SmackDown tous les vendredis et affronter des Lacey Evans ou des Lana. donc, euh, donc ouais, un choix étrange de la part de Bailey quoi. Ben ouais, surtout que les titres tag team, bon, Bailey, elle aime bien fanfaronner, mais c'est pas son seul titre. Ça aurait été beaucoup plus légitime de la part de Sacha qui a un peu tout perdu en une semaine. Sacha a perdu son titre d'Euro, a perdu son titre par équipe. Moi, je m'attendais à ce que le pétage de plomb vienne d'elle. Et Bailey, elle est championne de SmackDown depuis un an et demi. Limite, elle s'en fout de ces ceintures-là. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre, ouais. Drôle de stratégie. Drôle de stratégie. C'est clair, ouais. Ouais, et ben écoute, on va laisser les infirmiers faire leur travail. Les ambulanciers de la division féminine, là, ils avaient du boulot ce soir. Ah ouais, hein. Alors on continue dans ces histoires de ceinture et tout ça qui n'en finissent plus. Sami Zayn débarque, Sami Zayn qui a fait son retour la semaine dernière. Il débarque et il râle envers l'annonceur qui ne l'a pas cité comme champion intercontinental. L'annonceur lui dit que c'était pas marqué sur ses notes. Sami Zayn prend même le casque pour s'adresser au producteur de l'émission en demandant à être noté dans les statistiques comme champion intercontinental. Il comprend pas pourquoi personne ne le considère comme champion intercontinental. Il s'apprête à demander à ce qu'on refasse son entrée, mais il est interrompu par Jeff Hardy qui débarque. Jeff Hardy lui dit bah écoute Sami, t'as pas besoin de te mettre dans des états pareils, t'énerve pas, franchement si tu veux ton title shot ou titre intercontinental, tu le demandes et je te le donne, on est potes. Mais Sami Zayn ça le vexe encore plus, il dit bah attends c'est toi qui devrais me le demander le title shot parce que c'est moi le champion, c'est ça cette ceinture. Alors Jeff Hardy lui dit bah si t'es champion, pourquoi t'es pas là quoi, enfin il commence un petit peu à s'énerver. Ils sont interrompus par AJ Styles qui va en rajouter une couche en disant voilà, vous êtes deux espèces d'escrocs là, d'imposteurs, alors que c'est moi le champion non couronné, le uncrowned champion. Ça, c'est aussi une expression qu'on aime bien à la WWE. Et puis au final, bah, tout le monde se met sur la gueule. AJ Styles prend un twist of fate dans sa tête. Mais Jeff Hardy n'a pas le temps de fanfaronner puisqu'il encaisse un Helluva Kick et c'est Sami Zayn qui finalement repart
c'est lui qui repart sur sa musique d'entrée. Donc comme on dit, si tu repars sur ta musique, c'est toi qui as gagné le segment. Bon, on va dire qu'on sent un triple threat arriver, mais ça fait pas trop avancer l'histoire, cette affaire-là. On dirait que personne n'est trop pressé de régler cette histoire de double champion. Mais in-ring, ça peut quand même faire du beau monde, là, non? Ah ouais, alors là, pour le coup, moi, je suis emballé, tu vois. Ouais. Alors là, franchement, je trouve que ce triple menace là qui est en train de s'installer dans cette rivalité, est quand même savoureux, quoi. Edge et Styles, Sami Zayn, Jeff Hardy. Ouais. Dans le ring, là, ça peut nous donner. Je sais pas si on va les faire s'affronter en 1 contre 1 ou si on va vraiment se lancer, faire un vrai triple menace. Mais pour le coup, c'est plutôt bien. Moi, je suis assez. Je sais pas ce que tu penses un peu du look de Sami Zayn, là, mais moi, je le trouve assez surprenant, là, avec ses cheveux longs. Ça lui fait une tête, là. Ouais. Il est à moitié entre le SDF et le Père Noël et, et je sais pas quoi, là. Mais Sami Zayn, j'aime bien, là, comment il revient, là. Et puis, en plus, tout ça, je trouve ça assez légitime, finalement. Sami Zayn, il n'avait pas perdu son titre. Il revient, il n'est pas content, il a gardé la ceinture avec lui. Dans l'intervalle, Jeff Hardy a pris le titre avec Jay Styles, qui est donc le former champion. Donc finalement, tout ça, ça se goupille plutôt bien, ça s'imbrique bien. Et s'ils déconnent pas, ils tiennent une belle rivalité là. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi parce que je suis très content de revoir Sami Zayn. Déjà, j'étais un de ceux qui aimait beaucoup, qui l'aime beaucoup en heel. Alors je sais que souvent ces derniers mois, on a dit que c'était un peu dommage d'en faire un espèce de presque de comédie wrestler heel, alors que Sami Zayn devrait être un technicien, qui nous sort des matchs 5 étoiles. Mais moi, écoute, je le trouve très bon au micro, dans ce ton-là, à parler très fort, à rire, à surjouer tout ce qu'il fait. Il est pas mal. Je me demande en fait un peu l'issue que ça va donner parce que je vois pas trop. Bon, je sens un peu Edge Styles un peu en deçà, mais qui va la garder en fait à l'issue de tout ça, cette ceinture? Est-ce que Sami Zayn qui a l'air assez bien dans le mood, assez chaud patate, est-ce qu'il va la garder? Ou est-ce que c'est Jeff Hardy ou autre? Mais je pense qu'on va se délecter de ces affrontements. On va peut-être les faire affronter un peu en 1 contre 1 d'abord avant d'avoir le triple threat, ou je ne sais pas trop ce qu'on peut avoir si Sami Zayn est encore aussi en état, parce qu'il avait des difficultés quand même physiques pour catcher ces derniers mois. Mais ça me semble bien. Et bon, alors après, ça fait quand même 2 champions, enfin deux gros retours heel là avec Roman Reigns, mais c'est pas vraiment redondant pour le coup. Là, je trouve que ça passe bien. C'est pas les mêmes, c'est pas le même niveau, c'est la mid card, c'est pas les mêmes personnages. Il reste plus que Daniel Bryan finalement, hein, qui n'est pas revenu là de la pause Covid entre guillemets. Ouais, Daniel Bryan, ouais, pas de nouvelles particulières. Ouais, mais enfin, parce que je pense qu'il est occupé à pouponner, quoi, hein. Ouais. Il a eu le deuxième qui vient d'arriver il y a pas très longtemps. Donc je pense qu'il doit peut-être avoir un peu autre chose à faire, surtout en cette période de Corona Mania. Il y a tellement de turns au niveau des catcheurs sur les épisodes, quoi, parce que selon les Ouais. mecs, selon s'ils sont mis en quatorzaine ou si voilà, entre ceux qui ont chopé le Covid, ceux qui ont eu des suspicions, ceux qui viennent bosser, ceux qui viennent pas bosser. Enfin, c'est tout un bordel quand même, hein, énorme, hein, depuis le mois de mars. Mm. Donc au final, je trouve que sur ce titre intercontinental qui m'est cher, eh ben, je suis bien content d'avoir 3 workers comme ces gars-là. Et moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir et j'espère que ça va nous emmener vers un truc palpitant. Ouais, je pense aussi. On peut juste remarquer qu'on a aucune nouvelle interaction entre Sami Zayn et ses anciens copains Non, à collective part si la semaine artistes. dernière. La semaine dernière, Là, c'est- ils sont accrochés en fait ouais, backstage. un peu. Ouais, ouais, ouais. Mais Donc, bon, c'était pas bien méchant, quoi. donc toi, tu penses qu'on va pas reformer ce trio-là, a Ah non, priori? je crois pas là. Là, je crois Non. vraiment que Cesaro et Nakamura, ils vont rester sur leur règne de champion par équipe. Et Mhm. que là, Sami Zayn semble, à mon avis en tout cas, hein, définitivement lancé sur un truc solo et avec le titre intercontinental. Et puis, bah écoute, quand on est dans une triple menace comme ça, s'il y a des bookers qui savent faire leur taf, on peut écrire une histoire qui dure quelques semaines là-dessus. Effectivement, moi je suis assez alléché par l'affiche, en tout cas Catchesque. Après, on verra au micro les segments qu'il y aura, mais Bah, au je, je- micro, on a, bon, hormis Jeff Hardy qui a un peu une paralysie faciale quand il a le micro en main, mais sinon, Styles ou Sami Zayn sont largement capables de faire le taf, quoi. Ouais, je pense. Surtout, surtout Sami Zayn, je suis pas toujours fan de AJ Styles. Bon, c'est la promo avec son tableau des statistiques là où je trouve qu'il est pas toujours très bon, mais bon, bah, ça va se rattraper, ça va donner du bon catch et ça va nous faire plaisir. C'est un des bons segments enfin, en tout cas, c'est une des bonnes potentiels de prometteurs là de SmackDown.
Ensuite, eh bien, figure-toi que Bray Wyatt est dans la Firefly Funhouse, un très très court segment où il est déçu que le Fiend ait perdu à nouveau son jouet, hein, sa ceinture mondiale. Mais rassurons-nous, puisque le Fiend va nous présenter, Bray Wyatt, pardon, va nous présenter la semaine prochaine, dans le prochain Firefly Funhouse, un nouvel ami, un nouveau friend. Donc soyons connectés. Dans la seconde qui suit, on trouve Alexa Bliss avec sa nouvelle coiffure qui va s'excuser auprès de Nikki Cross d'avoir brisé son mug la semaine dernière. Elle lui fait un gros câlin et elle s'en va. Et on distingue dans le coin, au lointain, le Rumble Rabbit de Bray Wyatt qui observe. Alors est-ce que tout ça est lié d'après toi? Est-ce qu'Alexa Bliss est le prochain ami du Firefly Funhouse? Ah bah, en tout cas, de toute façon, ça nous est teasé d'une telle manière là depuis quelques temps là, depuis SummerSlam en fait. Mhm. Et donc là, oui, je pense qu'il va y avoir de l'interaction avec Alexa Bliss, avec le Fiend, hein. Là, je crois que là, on va pas y échapper. Je pense que ça va passer d'abord par une feud avec Nikki Cross de toute façon, parce que là, bon, même s'il y avait câlin et machin, Ouais. je suis pas convaincu que ça dure bien, bien, bien longtemps, ça. Et même si elle lui a dit qu'elle lui pardonnait pour ce qui s'était passé la semaine dernière, quoi. Mhm. Mais je pense que ça va passer d'abord par ça, ouais. Ça va passer par de la bagarre entre Nikki Cross et Alexa Bliss. Et puis après, on va voir, parce que moi, pour le coup, bah, je suis curieux de voir comment ils vont intégrer un personnage féminin à Bray Wyatt. Ouais. Ça, c'est un truc qui peut être un peu compliqué quand même, hein, parce que jusqu'à présent, c'est quand même un loup solitaire, le Fiend. Donc, Ouais. intégrer une fille dans cette histoire, de quel but en plus, puisque Braun Strowman a l'air d'être complètement sorti de l'affaire. Mhm. Donc, moi, en fait, ce que je veux savoir, c'est dans quel but Alexa Bliss, elle est là. Si c'est juste pour faire, tu vois, la plante verte, ou faire la petite Harley Quinn un petit peu déjantée de service, ça sera peut-être un peu léger, quoi. S'il lui trouve un vrai rôle avec une vraie interaction, bah pourquoi pas, parce que Alexa Bliss, en termes d'acting, elle est tout à fait capable de s'en sortir. Mhm. Mais moi j'ai presque envie d'espérer l'inverse, c'est-à-dire que je suis totalement conquis, mais ça je l'ai déjà dit aussi sur cette antenne, par Bray Wyatt dans son univers créatif, dans les personnages qu'il invente, dans son acting, sa dualité sur le Fiend. Je trouve que ces derniers mois ont prouvé que il reste Bray Wyatt in-ring et les qualités de ses rencontres sont pas. Enfin voilà, je suis pas très grand fan en fait de Bray Wyatt in-ring et je trouve que là on a beaucoup vu le Fiend, on a beaucoup vu tout ça. Et limite, j'aimerais presque que Bray Wyatt devienne une sorte de mentor heel et qu'il pousse Alexa vers une espèce de run heel, presque limite championne, enfin un truc comme ça, quoi, qu'il en fasse un peu qu'il devienne un peu manager d'Alexa Bliss. Ça pourrait être quelques mois l'occasion qu'il se retape un peu parce que là, le post-été de Bray Wyatt, Fiend, champion contre Braun Strowman et puis qui se fait squatcher par Roman Reigns, ça peut être difficile à gérer en fait s'ils le font pas partir sur quelque chose de complètement différent, je trouve. Et donc le fait de s'intégrer un peu à une histoire féminine peut être un bon moyen d'oublier un peu ce qui s'est passé parce que là je vois pas Bray Wyatt se sortir un adversaire du néant comme il a fait pendant tant d'années où tout d'un coup du jour au lendemain il se met à parler de quelqu'un d'autre dans le roster en disant ah c'est toi que je veux détruire ou convaincre ou autre. Pourquoi pas. Mais en tout cas on verra bien ce que ça donne et Alexa Bliss étant comme tu dis une talentueuse comédienne, je pense que ça peut être des segments sympas, ouais. À voir. Et alors grosse surprise dans la foulée. Jey Uso croise Roman Reigns et Paul Heyman. Alors, ils se croisent à plusieurs reprises dans le segment. Il c'est salut, ça va, tu sais, comment ça va, la famille, tout ça, les cousins, ça va bien là-bas. Et Comment bien, va Tata Gisèle? Comment va tonton Roger? voilà. Et puis là, on apprend que Jey Uso obtient le 4e spot pour le Fatal 4-Way du soir. Et puis, bah, il remercie Roman Reigns qui, a priori, est un peu l'artisan de ce shot. Et Roman Reigns lui dit, vas-y, c'est le moment de briller par toi-même, Jimmy. Non, moi, c'est Jey. Ah, on s'en fout, ta gueule. Et du coup, bah voilà. Roman Reigns, très serein, hein, Roman Reigns qui dit bien à son cousin ah, tout va pour le mieux en ce moment, tout roule, voilà. Il dit une phrase un peu bizarre, hein, tu sais, moi je suis dans ma théorie du complot, comme quoi il y a un truc avec Retribution, bon, qui commence à prendre du plomb dans l'aile, puisqu'on va plus du tout Retribution à SmackDown, mais il a dit un truc du genre tout va comme prévu, enfin tout file un peu, je sais plus la phrase en anglais, mais qui laissait présager qu'il était en train de dérouler un plan là, le Roman Reigns. Bref, bah, nous arrivons au main event, tonton, hein. Bah oui. Déjà, 3e match seulement de la soirée.
Donc, vous l'avez compris, ou alors si vous ne l'aviez pas compris, je le répète, Fatal 4-Way pour le title shot à Clash of Champions pour le titre mondial de Roman Reigns. Donc, nous avons eh bien Sheamus contre Corbin, contre Riddle, contre Jey Uso. Alors, Matt Riddle est le premier à arriver. Baron Corbin, lui, arrive sur son siège de roi avec des porteurs, mais il se fait très vite tabasser par Matt Riddle qui se dépêche d'aller le chercher. Ça se met sur la gueule avant même que le match a commencé avec tout ce beau monde. Au moment où ils sont sur les 4 sur le ring et que la cloche sonne pour le début du match, Corbin il se prend en direct dans la mâchoire. Il roule à l'extérieur. Le match, je n'ai pas noté dans le détail l'ordre de ce que j'ai vu, mais on a un travail collectif, enfin un duo entre Sheamus et Corbin pour travailler Matt Riddle notamment. Moi j'ai été très impressionné par Sheamus, j'ai trouvé dans ce match qui a envoyé du brogue kick, qui a envoyé du genou, qui a tordu avec ses prises de finition sur les jambes, là, Matt Riddle notamment. Jey Uso un petit peu plus en retrait, Jey Uso qui a été foutu à l'extérieur du ring dans le Thunderdome, notamment dans le public, mais bon c'est pas un vrai public, par Baron Corbin. Et puis Matt Riddle qui réussit son espèce de senton bomb sur Baron Corbin, n'a pas le temps d'en profiter, puisqu'alors qu'il s'est même pas relevé, il subit un gros splash de Jey Uso, et c'est ainsi que se termine ce match sur la victoire du Samoan. Donc Jey Uso l'emporte, et Jey Uso est donc le prochain adversaire de Roman Reigns. Alors, depuis des semaines qu'on espérait voir en solo un mec qu'on a toujours vu en tag team, et ben c'est pas Biggie finalement, c'est Jey Uso. Alors, résultat très étonnant, je pense que tu seras d'accord avec moi, tonton Chris. Jey Uso Ah bah que ouais. de mémoire on n'avait quasiment pas vu depuis qu'il avait fait un karaoké avec Naomi, à moins que ce soit son frère Jimmy, je me rappelle plus, je m'en fous. Mais je crois que c'était bien lui, hein. C'est Jimmy qui est out, ou je sais pas d'ailleurs s'il est out ou s'il est en prison ou s'il est en stage de dégrisement, je sais plus, mais en tout Ah cas ouais, ouais. on n'a En pas tout cas, vu. Ouais, vas-y, ouais. excuse-moi. J'allais dire, on l'avait pas vu, et on n'a pas vu d'ailleurs les Usos en équipe depuis très très longtemps, hein. Ah ouais, bah ouais, écoute, il y a eu une moitié des Ouzo qui est sortie du pénitencier. Ouais. Et bah, il faut croire que c'est la bonne moitié, hein, parce que le mec, il débarque, Fatal 4-Way, premier match depuis une éternité, et bam! Bam! Il prend un title shot, et en plus, son tout premier title shot en individuel. Ah bah oui. Pour moi, le favori naturel de ce match, c'était Matt Riddle. Mm. Et vraiment, j'étais vraiment complètement convaincu en fait, de la victoire de Matt Riddle pendant les 12 minutes qu'ont duré ce combat. Et donc, quelle ne fut pas ma surprise? Quelle ne Mm. fut pas ma surprise de cette victoire de Jey Uso, quoi. Ah Alors bah là, tu m'étonnes. moi j'ai envie de nous dire, on veut nous vendre une affaire de famille, quoi, puisqu'on va avoir un Clash of Champions avec une bataille entre les cousins, quoi. C'est assez incroyable quand même, quoi. Par contre, je tiens à signaler, c'est le diving splash de Jey Uso est extraordinaire, quoi. Ouais. Le replay qu'il y a après derrière, là, on voit en fait, il est en l'air un peu à la Montez Ford, là où il va bouger ses bras, etc. Enfin, vraiment, le truc est totalement maîtrisé. Mais même au moment du splash, même malgré un move complètement maîtrisé, je ne m'attendais pas au 1-2-3, là, tu vois. Je m'attendais vraiment que Matt Riddle kick out. Parce que c'est ça le pire, c'est que non seulement c'est Jey Uso qui gagne, mais en plus, il pine Matt Riddle, quoi. Il pine même pas un des deux heals, pardon. Il pine Matt Riddle. Et ça, vraiment, alors là, je n'en revenais pas, quoi. Et puis, en plus, j'étais un peu déçu sur le coup parce qu'un Matt Riddle Roman Reigns, ça m'intéressait pas mal, quoi. Là, ça perd quand même en intensité d'avoir Jey Uso parce qu'on a du mal à imaginer Jey Uso mettre véritablement en danger Roman Reigns, ou alors c'est tout simplement un arrangement familial, hein, et que voilà, comme tu l'as dit, Reigns a peut-être réussi à glisser Jey Uso dans ce Fatal 4-Way, et parce qu'il va y avoir un espèce de bis qui va avoir lieu à Clash of Champions entre la cousinade. Ouais, très 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 étonnant. Alors moi c'était un peu moins. J'y croyais peut-être un peu plus que toi, parce que je trouvais vraiment bizarre, hein, ce beatdown de Biggie et ce Jey Uso qui sort de nulle part et qui obtient le title shot. Ça aurait été vraiment étonnant que ça soit tout ça pour rien. Mais c'est vrai que quand j'ai vu, bon, bah, de suite on évacue un peu Corbin et Sheamus, même s'ils font belle impression, puisqu'on partait pas sur un alignement pour un heal. J'étais quand même, comment dire, Matt Riddle, il me semble pas tout à fait prêt et pas assez installé, et ça me semblait bizarre qu'il gagne si rapidement, un peu de nulle part, alors qu'avec les Usos, il y a, bah, comme tu l'as dit, une histoire de famille plus facile à écrire. Après, qu'est-ce qu'ils vont nous jouer? Est-ce que ça va être vraiment
Est-ce qu'ils se sentent vraiment obligés dans la nécessité de surjouer le Roman Reigns heel et qui va devenir une espèce de gros salaud envers toute sa famille et tout, et qu'on se dise vraiment, mais il a aucune race, il va attaquer les Usos, il va attaquer ses cousins, je sais pas. C'est vrai que là, sur l'affiche, c'est très étonnant. Pour le coup, autant Biggie, Kofi Kingston, tous ces mecs-là ont eu une petite période solo. Autant là, c'est la première fois qu'on voit un des deux Usos qui a un title shot pour n'importe quel titre solo comme ça, contre Roman Reigns. Donc en plus, quelqu'un qui est hyper, voilà, sur la pyramide de la WWE, c'est quand même, il se pose là. Il y a cette relation familiale. Alors évidemment, là, à aucun moment que ce soit, on ne peut croire à une Jey Uso qui deviendrait champion du monde. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Roman Reigns va essayer de louvoyer, de le séduire, de faire en sorte que ça se passe pas tout à fait comme prévu? Est-ce que, comme tu dis, il va y avoir un espèce de retournement de situation, que les Usos finalement font partie de la magouille et vont un peu créer un clan heel samoan, mais j'y crois pas trop. Est-ce que, en fait, voilà, moi je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on va nous vendre un Jey Uso qui va réaliser le rêve de sa vie d'avoir un titre mondial en solo, il aura jamais cette opportunité, et puis Roman Reigns qui va réagir comme le pire des connards et qui va lui briser son rêve. Mais très très surprenant. Alors ça fait un peu challenger de second choix. Est-ce qu'il y a vraiment Ouais, ouais. est-ce qu'il y a vraiment une blessure ou une maladie vers Biggie ou autre? Pourquoi on nous sort ça? Biggie, et puis qui est devenu Braun aussi. Ouais, qui est devenu Braun Strowman. Le prochain pay-per-view est encore loin, donc voilà, je ne sais pas, mystérieux, mais Et puis encore une fois, c'est le booking, tu vois, est encore étrange, quoi, puisqu'on book d'entrée le challenger pour Clash of Champions alors qu'on est le 4 ouais, septembre. On a fait la même chose là, à Raw pour Drew McIntyre. ouais, Je suis étonné. Alors, soit ça veut dire qu'on nous a préparé 3 semaines d'épisodes avec toute une intrigue autour de l'arrivée de Jey Uso et puis de sa prise de pouvoir dans ce Fatal 4-Way là. mm, Soit les mecs, comme souvent, naviguent à vue et puis ils se sont dit, bah tiens, on va lui donner un title shot à lui là, il est dans les vestiaires aujourd'hui. ouais, Et puis, bah, ça tombe bien, c'est le cousin à Roman, quoi. Donc voilà, tu vois. Mais je sais pas, c'est assez surprenant. J'ai du mal à croire que ça soit un truc vraiment bankable, ça. Mais bon, écoute, il faut croire que du côté de la WWE, ils ont l'air de le penser quand même. c'est très surprenant. Enfin, si on regarde un petit peu avec du recul, c'est vrai que la WWE, c'est une machine qui avance en permanence, donc on est tout le temps dans le flow, mais tu dis, bon, ben, genre, Ouais. août, c'est Braun Strowman contre Bray Wyatt. Septembre, c'est Roman Reigns contre Jey Uso. Et bah putain, ça change vite, hein. Le paysage du main event, Ah ouais, là. ouais, ouais. On est passé d'un blockbuster Strowman, Wyatt, Reigns à Reigns versus Jey Uso. Donc c'est vrai que quand même, là, il y a quand même un gouffre un peu qui sépare tous ces gens-là, quoi. Ouais. Et après, sans remettre en question le mérite de Jay, et je suis plutôt positivement curieux sur l'affiche, hein. On peut avoir, et on aura sûrement un très bon match. En plus, ils doivent se connaître très bien, mais ouais, comment est-ce que Jey Uso peut vraiment être crédible dans un match de 20 minutes contre Roman Reigns, ou est-ce qu'on va vers un espèce de squash un peu vitaminé de 5 minutes? Je ne sais pas. C'est assez mystérieux. Ouais. Mais perplexité encore, là aussi, hein. Ah ouais. Je crois que ça aurait été un peu le thème de ce SmackDown, ce perplexité, quoi. Exactement. Bah écoute, justement, on arrive au bout de ce SmackDown. Donc écoute, il est temps pour nous de passer un peu au mot de la fin. Chris, après tout ça, le show bleu, le plus bleu de tous les shows bleus, est-ce que tu as un top, un flop et une note à nous donner? Alors, bah mon top, de toute façon, ça va être facile parce que mon top, je vais le donner à Sami Zayn. Parce que Ok. je suis content de le voir revenir. Il est chaud, il est bouillant. Il a été bon au micro. Finalement, il est assez legit parce que avec cette histoire sur le titre intercontinental, il considère qu'il s'est fait un peu spolier, quoi. Ouais. Et c'est limite pas faux. Ah bah oui. Donc voilà. Et puis il dit, j'aime bien parce qu'il explique aussi qu'il se plaint parce qu'il n'est pas pris au sérieux et que voilà et il veut qu'on le remette un peu. Bah, un peu, non seulement dans la title picture, mais aussi qu'on se rappelle un peu du catcheur que c'est. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que son interaction, voilà, que ce soit avec Jeff Hardy ou avec AJ Styles, ça collait. Il est toujours malin, le Zayn, parce que quand Styles commence à attaquer Hardy, derrière tout de suite, Zayn, il vient un peu attaquer aussi gentiment, tu vois. Voilà, Ouais. il reste ce catcheur malin que j'aime bien, Sami Zayn. Et moi, ça me fait plaisir de le voir dans la picture intercontinentale.
et surtout avec des adversaires comme ça. Je pense que ça, comme je l'ai dit au préalable, je pense que ça va nous emmener vers un truc assez sympa, ça. Et ça va un peu revigorer le titre intercontinental. Donc mon top va aller à Sami Zayn. Et puis, mon flop, je me dis que c'est pas possible. Je vais pas le donner à Otis toutes les semaines parce que moi, Otis, c'est pas possible. Mais mon flop, je vais quand même le donner à l'élimination de Biggie parce que moi, j'ai pas compris. Ouais. Franchement, pourquoi on push un mec comme ça pendant un mois à lui faire gagner tous ses matchs et puis finalement, quand il y a un match qui compte, un vrai match qui compte avec le number one contender en jeu, et on le dégage. Voilà, purement et simplement par le biais de Sheamus, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre de toute façon. Et Biggie est éliminé de l'équation comme ça à la vitesse de la lumière. Donc moi vraiment ça m'a pas emballé quoi. Et puis en plus pour toute l'histoire qu'on a eu derrière, puisque derrière c'est Jey Uso qui est venu remplacer et puis avec tout ce qu'on vient d'expliquer. Donc vraiment grosse surprise par rapport à Biggie. Et puis si c'est pour que finalement il est disparu du show et que tu vas voir que la semaine prochaine il va réapparaître comme de bien entendu. Alors là, par contre, ça va être un peu compliqué. Hein. Donc non, moi, j'ai pas aimé cette élimination de Biggie. Surtout qu'en plus, je pense qu'il aurait amené aussi une plus-value dans ce Fatal 4-Way. Et que du coup, ça a un petit peu gâché le line-up, moi, je trouve. Et puis, voilà, du coup, on donne le title shot à Jey Uso au remplaçant, finalement, de Biggie. Quoi. Parce que finalement, c'est ça aussi, c'est que Jey Uso remplace Biggie et c'est lui qui gagne le title shot. Donc, c'est assez surprenant. Et puis, moi, ça m'a saoulé, quoi. Voilà, quoi. J'aimais bien la montée de Biggie, là. Depuis ces dernières semaines, je trouvais que c'était bien foutu. Que voilà, souvent, on se plaint du booking et de comment c'est organisé et tout ça. Et puis, là, tout d'un coup, Biggie, voilà, ils avaient construit un truc, là, sur plusieurs semaines. Et ça marchait plutôt pas mal. Et puis, bam, voilà, il est explosé dans un pare-brise. Et oui, c'est comme ça. Et puis, ma note, écoute, c'était très léger au niveau catch. Hein. Très léger. Écoute, je crois qu'en tout, 28, si je fais des calculs d'apothicaire, ça nous fait 28 et 8, ça nous fait 36 minutes de catch. C'est court. 36 minutes de catch sur un show qui dure 1h35. Waouh! C'était donc beaucoup de promos, beaucoup de segments backstage, une ou deux arrivées teasées. Là, je crois, chez les femmes, par exemple, je crois qu'on a vu les jambes avec le manteau de fourrure. Donc, je subodore que c'est Vanessa Bourne qui a été plus ou moins présentée. Parce que c'est sa gimmick, elle se balade avec un manteau de fourrure à NXT. Voilà, donc on n'a pas eu grand-chose. C'était pas très, très, très intéressant. Le beatdown de Sasha Banks et Bayley qui tombe un peu comme ça, là, comme un cheveu sur la soupe. Donc c'était vraiment inégal ce SmackDown, ça m'a pas super emballé, donc je vais lui mettre une note que je mets assez souvent en ce moment, c'est un 2,25. Je lui mets pas vraiment la moyenne parce que je peux pas dire que tu vois, par exemple, j'avais mon ami avec moi qui regardait et qui est une grande fan de Roman Reigns, qu'elle trouve très beau. Et elle, par exemple, elle a été extrêmement déçue de ne pas voir Roman Reigns un peu sur le ring et tout ça. Tu vois, pour les gens qui regardent pas souvent, quand il y a le champion qui est là, ils aiment bien avoir un peu le champion en action. Et non, pas de champion en action. Donc voilà. Donc ça sera un 2,25 pour cette semaine, pour SmackDown. C'est pas ça qui va nous faire revenir Giscal, c'est sûr. Ah non, là c'est raté là. Écoute, moi justement, puisque t'en parles, mon top, je vais le donner à Roman Reigns Hill, qui est enfin, je trouve, j'ai envie de dire, la limite, la chose la plus intéressante qui arrive à sa carrière depuis 5-6 ans, presque depuis qu'il est en solo. Parce qu'il fallait le faire, il fallait le tenter, et il a fallu tout ça quand même, il a fallu toutes ces absences et toute cette... quand même, ça vient au bout de pas mal de choses. Hein. Il y a eu son absence de plusieurs mois pour soigner sa leucémie, il y a eu le Covid derrière qui fait que Roman Reigns, là, il a eu, on va dire, 2 ans de carrière presque perdue, là. Et donc il fallait le faire, et la promo de Paul Heyman, je trouve, a donné un très bon ton à l'histoire, même si le contenu, comme tu disais, peut être un peu bon quand il dit voilà, on était dans l'océan plein de requins perdus, mais la forme me plaît bien. Donc ça, j'adhère à Roman Reigns Hill, ça sera mon top de la soirée. Et mon flop, moi je vais le donner très clairement et loin devant tout le reste à la trahison au pétage de plomb de Bayley, mais pour moi c'est incompréhensible, c'est vraiment c'est-à-dire que j'ai envie de dire, c'est un one year making, quoi. C'est un truc, ça fait 1 an qu'on nous le tease et qu'on nous le vend et qu'on nous.
Ah, déjà qu'on a eu la séparation des Iconics, bon, c'est pas dans notre, c'est pas du même niveau, mais qui s'est fait comme ça pareil dans Cheveux sur la soupe, j'ai un peu l'impression que c'était pareil là. Enfin, tu vois, elles peuvent les regagner, ces ceintures tag team. Bayley a encore sa ceinture du show bleu. Il y a... Pourquoi ce soir-là et pas. Voilà, c'est ça en fait. J'aurais bien aimé qu'il se passe un truc où on se dit, ok, la coupe est pleine. Et là, pour moi, ce match tag team contre Baszler et Nia Jax donnait pas l'impression que la coupe était pleine. Et Ouais, et puis surtout juste pour compléter, si tu veux, en plus, Bayley, ce qui est un peu étonnant, c'est que si à la rigueur, Sasha Banks avait foiré la fin du combat et s'était fait ouais, piner, et cetera, mais c'est pas le cas. C'est non, les deux se font choper par Nia Jax. ouais, ouais. Et la semaine Donc dernière Bayley, elle aussi, est ouais. tout autant responsable. Mhm. Donc très étonnant. Et en même temps, voilà, moi j'ai eu du mal. Notre ami Papy, qui nous avait donné son avis sur le dernier Raw, disait qu'il aimait rien des feuds qui étaient en. Enfin, de l'orientation que prenaient les feuds. Et ben moi j'ai envie de dire ça pour ce SmackDown. C'est-à-dire que, voilà, comme tu dis, ce Biggie un peu gaspillé avec un Jey Uso qui sort du chapeau, je suis très étonné. Je dirais pas que ça me déplaît à 100% parce que j'ai un peu de curiosité, mais c'est vraiment étrange. Bailey qui pète un plomb, c'était étrange. Comme tu l'as dit, le fait qu'il y ait très très peu de matchs, bizarre. Les segments avec Otis m'ont pas emballé. C'est vrai qu'il y a en gros le titre intercontinental qui est le seul bon moment. Donc moi je vais être plus sévère que toi et je vais mettre 1,75 pour le coup. Je suis Ouh! rarement méchant, Bang, mais là, bang, bang! ouais, là ça casse dur, ça tape dur. Fallait pas m'énerver. Oh, Mais- oh, oh, oh. eh, Bon, cela dit, hein, ça nous fait une note moyenne très très basse, hein, de toute façon, hein. Ouais, quand même, quand même. Mais bon, on va voir si la WWE peut nous réveiller, nous rassurer pour les prochaines semaines. D'ici là, j'espère que écouter cette analyse vous a plu, que vous partagez notre point de vue ou pas, mais n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, hein, si vous êtes favorable ou pas à tout ce qu'on a pu évoquer. Vous pouvez faire ça, donc nous écouter et interagir sur PodCloud, sur iTunes, sur Spotify. Abonnez-vous quand vous le pouvez sur YouTube également, puisqu'il y a la version vidéo pour la chaîne YouTube. Interagissez sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, Catchup CDC. Le Discord, on le cite souvent ici, puisque vous êtes nombreux à discuter avec nous sur le Discord Catchup. Il y a des adorateurs, par exemple, euh, de qui d'ailleurs Je sais pas, j'ai dit. Il y a des, j'allais dire, en tout cas, il y en a qui détestent AJ Styles, par exemple. Ils sont là, on leur fait un petit coucou s'ils nous écoutent. Voilà, il y en a qui aiment bien Otis, il y en a qui l'aiment pas, il y en a qui détestent Bailey, il y en a qui l'aiment pas non plus. Bref, on est tous là sur le Discord. Ce fut un plaisir en tout cas d'analyser ce SmackDown avec toi, Chris. Une semaine pleine de catch efficace. Merci à toi, mon bon Raphaël. Un hosting de qualité comme à ton habitude. C'est toujours un plaisir d'être en tag team partner avec toi. Mais également mon bon Chris. D'ici là, on se repose et on enchaîne sur une prochaine semaine avec Raw, avec SmackDown. Donc ne vous éloignez pas de votre ordinateur, de votre écran. Nous sommes sur Catch Up, nous sommes toujours là. Bonne semaine pleine de catch et à très bientôt. Ciao ciao. Salut Raphaël, yeah! Salut peuple de catcheur! J'étais déçu quand même que dans la mallette d'Otis, il n'y ait pas une cuisse de dinde.